Hello again. Rebonjour, je vais vous parler des expériences néfastes durant l'enfance, psychopathologie et pourquoi le dépistage est très important lorsqu'on reçoit des enfants dans les cliniques pédiatriques. Ces expériences néfastes sont des événements traumatiques qui ne permettent auxquels l'enfant ne peut pas vraiment faire face. Donc, il y a différentes catégories: maltraitance, abus psychologiques physiques, négligence, famille dysfonctionnelle, ménage dysfonctionnel, par exemple un membre de la famille qui est toxicomane ou qui souffre d'un trouble mental. Et cette étude a commencé dans les années 70-80 à San Diego, lorsque 50% des patients dans une clinique de la ville souffraient de maltraitance. Et ils ont décidé de... Donc ces gens-là quittaient. Pourquoi ils réussissaient dans le programme, pourquoi ça ne fonctionnait pas. Et ils se sont rendus compte que grand nombre qui avaient abandonné avaient souffert de maltraitance et avaient des difficultés de dépression, d'angoisse. Donc, ils ont élargi l'étude à 70 000 patients. Patients actually suffered from different kinds of maltreatment and Ils se sont rendus compte que les patients souffraient de différents types de maltraitance. Donc, conclusion, les expériences néfastes sont assez courantes et si quelqu'un souffre d'un type, souvent il souffre d'autres types et ça a un lien avec les résultats du point de vue de la santé. Si quelqu'un a subi plus de types, les résultats sont plus négatifs. Ensuite, il y a eu d'autres études où on a établi la relation entre ces expériences néfastes, c'est ça? patients and general Entre dans la population générale. Au Canada, sur la base d'une étude qui a participé 23 000 individus, des adultes, donc dans 10 provinces, les participants ont indiqué, donc on a conclu un Canadien sur 10 avait vécu un type de maltraitance physique, abus sexuels dans leur vie et dans tous les cas, il y avait des problèmes de santé mentale comme la dépression, les pensées suicidaires, les tentatives de suicide et on a constaté de nombreux liens avec ces phénomènes dans cette étude. Donc, c'est l'autodéclaration et le nombre est élevé. Toutefois, pour ce qui est des cas déclarés, quand on a inclus les cas déclarés de négligence, d'abus, y compris les cas déclarés auprès des services de protection de l'enfance, donc des cas prouvés, des cas fondés, se sont rendus compte que le taux le plus élevé était négligence, exposition, violence directe et indirecte, ensuite abus psychologiques, physiques. Et habituellement, ces cas qui sont déclarés sont suffisamment sérieux pour attirer l'attention du public parce qu'il y a des blessures, ce sont des cas visibles. Mais il y a d'autres types de mauvais traitements qui sont plutôt dont on tient moins compte. Par exemple, négligence émotive, abus verbal mais ces types d'abus sont importants aussi parce que souvent, il existe de façon chronique et selon certaines études, on voit que parfois les effets sont encore pires sur le développement du cerveau. Comment ces expériences néfastes entraînent des psychopathologies, des problèmes de santé mentale? Eh bien, brièvement, ceci provient de différentes sources de recherche, compris les nôtres.
Mais ce qu'on constate, c'est que ces expériences ont un effet sur le développement. Le cerveau est très sensible pendant l'enfance, l'adolescence, surtout le début de l'adolescence, et les mécanismes biologiques qui ont une influence sur l'âge auquel l'environnement a beaucoup d'effets sur le développement du cerveau. Il y a des périodes très sensibles, très cruciales, au moment où ce type d'éléments stressants, où l'environnement peut avoir un effet et il y a une augmentation du stress et ça touche les récepteurs dans le cerveau. Je ne vais pas entrer dans tous les détails, mais de façon générale, il touche la maturation normale du cerveau, modifie les réseaux, les régions du cerveau et cela entraîne des déficiences cognitives, peu de contrôle sur leur comportement, inattention et autres déficiences, autres problèmes, par exemple problèmes d'humeur et autres troubles qui peuvent déboucher sur des psychopathologies. Régions les plus souvent touchées, les régions du cerveau, par ces expériences, l'amygdale et l'hippocampe, le cervelet, le corps calleux et le cortex préfrontal surtout. Et le cortex préfrontal continue de se développer pendant l'adolescence, le jeune âge adulte. Donc, c'est une zone du cerveau qui peut facilement être touchée par les effets du stress et d'expériences néfastes. Donc, outre ces psychopathologies qui sont causées par les expériences néfastes, il y a une réduction de la durée, de l'espérance de vie, échec dans la vie du point de vue économique et autres expériences. Et outre les psychopathologies qui ont fait l'objet de nombreuses études, les expériences néfastes durant l'enfance sont aussi reliées à un grand nombre de signaux. Les enfants maltraités perdent plus souvent le contrôle de leur comportement, démontrent un comportement inapproprié, perdent leur concentration, perte d'attention et problèmes pour ce qui est de leur sécurité, changement d'humeur rapide. La liste continue. Il y a bien d'autres symptômes du genre chez ces enfants. Pourquoi faut-il tenir compte de ces expériences néfastes durant l'enfance dans les recherches et en contexte clinique, surtout dans les contextes pédiatriques? Eh bien, une chose très importante qu'il faut souligner, c'est que ces expériences néfastes entraînent souvent des psychopathologies. Par exemple, s'il y a ces enfants souffrent de différentes pathologies. Ici, on voit certains exemples des taux, des pourcentages. Et quand des troubles se présentent, eh bien, les troubles apparaissent plus rapidement, plus jeunes. Donc, chez ces enfants, ils sont plus graves et répondent moins bien au traitement. Et on essaie d'ajouter des sous-types dans les diagnostics DSM, par exemple, pour ce qui est de la dépression, de l'anxiété, et pour ce qui est de la dépression découlant de la maltraitance dans l'enfance, parce que ces personnes doivent recevoir un traitement particulier. Une chose dont je voudrais parler aussi un peu, c'est ce qui se rapporte, les problèmes qui se rapportent au diagnostic. Un exemple, c'est le TDAH. Il n'y a pas de données selon lesquelles le stress chronique entraîne le TDAH. Et pourtant, on estime qu'aux États-Unis, presque 1 million d'enfants sont diagnostiqués comme ayant le TDAH
chaque année, mais c'est un mauvais diagnostic. Donc, il y a des études pour voir qui sont ceux qui le plus souvent sont diagnostiqués comme souffrant de TDAH. Souvent, ce sont des enfants de milieux défavorisés qui ont été exposés à des expériences néfastes durant l'enfance. Bien plus souvent, on diagnostique un TDAH chez eux. Et habituellement, les symptômes, c'est l'inattention, l'impulsivité et autres. Eh bien, ce sont souvent les effets de ces expériences néfastes. Et le problème, c'est qu'on utilise souvent des médicaments pour traiter le TDAH. Souvent, ce sont des substances stimulantes et nous ne connaissons pas vraiment les effets de ces substances sur des enfants qui sont déjà hyper vigilants de par les expériences néfastes qu'ils ont vécues dans leur enfance. Et souvent, pour ce qui est du TDAH, on se concentre sur des techniques de gestion du temps et c'est assez inefficace pour ce qui est des enfants qui ont été maltraités. Donc, il est souvent très difficile de faire la distinction entre les deux. Quand on pense qu'un enfant souffre de TDAH, s'agit-il vraiment de TDAH ou s'agit-il d'enfants qui ont été maltraités et qui ont les mêmes symptômes? La solution, c'est peut-être d'envisager le problème de façon plus globale, plus holistique et quand on cherche à poser un diagnostic, il faut s'intéresser à tous les aspects du problème et les mauvais traitements peuvent accroître la vulnérabilité biologique de certains enfants, les prédisposer à certaines psychopathologies et aussi, il faut tenir compte de tous les aspects, les parents, la famille, la communauté, l'école, tout ce qui peut avoir une influence sur un enfant qui est encore en train de se développer. Et maintenant, je voudrais partager avec vous les résultats d'une des études que nous avons réalisées. Nous nous intéressions à l'effet de l'environnement et des expériences néfastes sur le biologique et en relation avec un comportement mal adapté. Ce qui nous intéressait était de savoir si les adolescents ayant peu de contrôle sur leur comportement montraient aussi un mauvais contrôle des inhibitions et ce qui est essentiel dans bien des aspects de notre vie pour s'insérer dans la société, éviter trop d'impulsivité et ils sont aussi souvent voir s'ils étaient plus agressifs. Nous avons donc, en fait, ça fait partie d'une étude plus vaste, mais il y avait 3800 adolescents qui ont été évalués, donc niveau de référence en 7e année, à l'âge de 12 ans. Ils ont été suivis pendant 4 ans pour voir quels enfants avaient moins de contrôle sur leur comportement et la relation était positive. Ils démontraient plus de comportements agressifs, mais c'était médié par la maximisation. Donc, pour qu'ils deviennent agressifs, la victimisation, pardon. Donc, il fallait qu'ils soient victimisés pour devenir agressifs. Et ça, c'est important parce que ce qu'on constate, ce qu'on voit, c'est le comportement agressif, mais c'est un comportement différent d'un comportement agressif qui sert à dominer les autres. Par conséquent, il faut à ce moment-là intervenir de façon différente. Et toutes ces conclusions sont importantes du point de vue clinique, du point de vue de la recherche. Tout d'abord, les expériences durant l'enfance peuvent avoir des répercussions à long terme sur la santé physique, psychologique, comme nous l'avons dit. Et il faut donc intervenir plus tôt. C'est ce qui est le plus efficace. Et les résultats de 45 ans d'études longitudinales et autres montrent que la plupart des résultats négatifs découlant
de ce genre d'expérience ne disparaissent pas dans le temps, ne sont même pas réduits dans le temps. Les gens doivent donc vivre avec ces résultats toute leur vie. Il faut donc des expériences, des interventions hautement spécialisées auprès de ces enfants qui ont vécu ce genre d'expérience néfaste parce que ils peuvent ne pas très bien réagir au traitement habituel ou ils ont peut-être besoin d'un traitement tout à fait particulier. Et toute la société ne peut que tirer avantage des programmes qui visent la petite enfance et surtout les enfants à risque. Et chaque dollar investi, eh bien, ça représente 10 dollars de rendement. Il y a moins de criminalité, il y a plus d'impôts qui sont perçus auprès de ces gens quand ils sont plus vieux et il est moins nécessaire d'avoir des cours d'éducation spécialisés pour ces jeunes. Ce qui est aussi important, c'est la pratique Trauma-Informed Practice. Tout le monde connaît. C'est une intervention qui met l'accent sur l'effet des expériences néfastes, des traumas, sur la réponse des individus au traitement, au service. Il y a une prévalence élevée dans le cas des expériences néfastes et on reconnaît cette relation et il y a exposition à tous les niveaux et comme nous savons, il y a même le personnel qui travaille auprès des enfants qui souffrent d'épuisement professionnel, par exemple. Il est aussi très important de faire du dépistage chez les enfants le plus tôt possible pour voir s'ils ont vécu des expériences néfastes. Et nous savons que le taux est très élevé chez les enfants vulnérables et on peut en fait supposer que tous ces enfants ont vécu des difficultés dans leur vie, mais ce n'est pas toujours approprié de faire ce dépistage pour les expériences néfastes durant l'enfance, tout du moins au début, mais il faut faire de son mieux. Et parfois, certains ne veulent pas avouer qu'ils ont vécu de telles expériences pour protéger leur famille ou pour éviter qu'il y ait des problèmes avec la justice. Et dans certaines cultures ou dans certains contextes, certains types de mauvais traitements sont vus comme étant normaux. Et en fait, les gens de ces cultures ne comprennent pas qu'il s'agit de maltraitance. Ce n'est peut-être pas visible, mais il faut quand même garder l'œil ouvert à cela tout au long du traitement. Et pour ce qui est des cliniciens, eh bien, ils devraient toujours porter attention aux expériences néfastes vécues pendant l'enfance, au moment d'offrir des services, des traitements. Et pour ce qui est de la planification, il est important aussi de faire du dépistage parce que cela empêche prévenir les diagnostics erronés. Ça peut aider à planifier la prise en charge et aussi prévenir l'abandon du traitement par les patients ou peut-être assurer une plus grande implication de leur part dans leur traitement. Donc, en fait, c'est ni plus ni moins une stratégie de prévention parce que ça empêche le développement de problèmes plus graves chez ces enfants. Il y a différents facteurs reliés au dépistage. Je n'ai pas le temps d'entrer dans tous les détails, mais il y a des ressources si vous souhaitez obtenir de plus amples détails. Mais de façon générale, ce qui est important, c'est la façon de réaliser ce dépistage. Les familles doivent savoir quand nous le faisons et pourquoi il est important de savoir si les enfants ont vécu des expériences néfastes. Et il est bon de leur expliquer
la nature de la planification. Et maintenant, je voudrais vous remercier Présidence et aussi l'hôpital Sainte-Justine qui m'a remis une bourse pour mes études postdoctorales. Merci.